La nuit tombe sur le grand parc de Windsor. Derrière le rideau d'arbres, une demeure royale brille encore, tel un spectre refusant de quitter les lieux. Voici l'histoire tragique de la résidence la plus scandaleuse du prince Andrew, Royal Lodge. Une propriété estimée à 30 millions de livres, 6 sur 40 hectares, qui ressemble aujourd'hui moins à un palais qu'à un piège doré. Imaginez une bâtisse qui engloutit des fortunes chaque année simplement pour rester debout, pour empêcher le toit de fuir, la peinture de s'écailler et les jardins de redevenir une jungle sauvage. Imaginez maintenant le prince qui y réside. Sans fonction officielle, sans salaire public, sa réputation brisée par l'un des pires scandales de l'histoire moderne de la monarchie. Au-delà des grilles, la colère du pays gronde. À l'intérieur, les factures s'accumulent et la pression du palais monte. Pourtant, l'homme au centre de la tempête refuse obstinément de quitter ce qu'il considère comme son dernier refuge. Mais pourquoi Andrew s'est-il battu avec tant d'acharnement pour se barricader entre ces murs ? Quels accords secrets, quelles promesses familiales et quelles peurs inavouées sont enterrées sous les pelouses immaculées de Royal Lodge ? Et combien de temps un manoir peut-il soutenir le poids d'un scandale royal avant de s'effondrer ? Si cette immersion dans les secrets de l'architecture et des dynasties qui les ont bâtis vous captive, je vous invite à soutenir notre travail en vous abonnant et à nous dire en commentaire quelle résidence historique nous devrions explorer ensemble la prochaine fois. Votre curiosité rend ces récits possibles. Chapitre 1. Le jour où les grilles se sont fermées. Nous sommes à l'automne 2022. Les grilles sont closes, les fourgons de sécurité tournent au ralenti à la périphérie. Derrière les barreaux de fer, la maison semble calme. Des murs blancs, des fenêtres sombres, de vieux arbres montant la garde comme ils l'ont toujours fait. Mais quelque chose a changé. Les camions de presse sont arrivés les premiers, suivis des photographes, puis des gros titres, chacun plus tranchant que le précédent. Le prince se retire. Le duc perd ses titres. L'avenir de Royal Lodge est incertain. À l'intérieur, la vie continue dans un silence prudent. Le personnel glisse dans les couloirs. Les chiens dorment sur des canapés anciens. La cuisine prépare toujours 3 repas par jour. Pourtant, chacun sait que la bulle protectrice a éclaté. Ce n'est pas un effondrement soudain. Royal Lodge sombre depuis des années. Calmement, poliment, comme le font les vieilles maisons quand personne ne veut admettre que les fondations cèdent. Les camions de déménagement ne sont pas encore là pour vider les chambres. Ils sont une précaution, une police d'assurance, un avertissement que ce qui semblait éternel pourrait ne pas survivre bien longtemps. Pendant des décennies, cette maison incarnait le confort. C'était un lieu où les royaux pouvaient tomber le masque et frôler la normalité, promener les chiens, lire les journaux, prendre le petit déjeuner sans l'œil inquisiteur des caméras. Le roi George VI l'adorait. La reine-mère en a fait son foyer pendant un demi-siècle. La jeune Élisabeth y jouait dans le jardin, goûtant à ce que pouvait être une enfance ordinaire, même si la sienne ne pouvait jamais vraiment l'être. Puis Andrew a repris le bail. Il a dépensé des millions en rénovation, y a élevé ses filles, a tenté de construire une vie qu'il croyait intouchable par le scandale. Il avait tort. Aujourd'hui, la maison qui symbolisait autrefois la chaleur familiale est devenue tout autre chose. Une forteresse où un prince se cache des conséquences de ses actes. Un manoir qui coûte bien trop cher pour un homme aux revenus presque invisibles. Un paratonnerre qui attire la foudre de l'opinion publique chaque fois que son nom apparaît dans la presse. La question que tout le monde se pose semble simple. Pourquoi ne part-il pas ? La réponse est enchevêtrée dans des contrats de bail, une loyauté familiale complexe, un orgueil personnel et une vie entière passée à croire que le statut royal signifie ne jamais avoir à dire que l'on a eu tort. Mais pour comprendre comment Royal Lodge est devenue l'adresse la plus toxique du domaine royal, il ne suffit pas de regarder le scandale, ni même le premier jour d'Andrew dans la maison. Il faut remonter à l'époque où ce lieu fut bâti et voir ce qu'il a toujours eu vocation à être, une cachette. Une retraite pour ceux qui avaient besoin d'échapper au poids de la couronne sans l'abandonner totalement. Un atterrissage en douceur pour les royaux qui ne pouvaient pas tout à fait gérer la vie de palais, mais qui méritaient tout de même confort et intimité. Pendant 2 siècles, cet arrangement a fonctionné. Roi et reine venaient ici pour se reposer. Les amants s'y rencontraient en secret. Les veuves y pleuraient en paix. La maison absorbait leurs histoires sans jugement. Mais Royal Lodge n'a jamais été conçu pour abriter quelqu'un à qui le pays demande des comptes.
Elle n'a jamais été destinée à être la toile de fond d'un affrontement où privilèges et scandales entrent en collision si bruyamment que les murs eux-mêmes semblent souillés. Et elle n'a certainement pas été construite pour résister au type de surveillance moderne qui transforme chaque détail, chaque facture impayée, chaque rideau tiré, chaque refus de déménager, en un symbole de tout ce que le peuple juge brisé dans l'héritage du pouvoir. Les grilles sont toujours fermées, la maison est toujours debout, mais de l'extérieur, le siège a commencé. Royal Lodge n'a pas toujours été ainsi. Pendant 200 ans, elle a servi un dessein plus simple. Un endroit où les royaux pouvaient arrêter la représentation et respirer. Pas de caméra, pas de protocole rigide, juste la famille. Le scandale est venu plus tard. Chapitre 2. Le cottage du roi. Royal Lodge a commencé son existence comme quelque chose que personne n'aurait qualifié de manoir. En l'an 1662, c'était un simple pavillon de garde-chasse, un bâtiment utilitaire dans le grand parc de Windsor où logeait le personnel gérant les terrains de chasse royaux. De petites pièces, des plafonds bas, construits pour la fonction, pas pour l'apparat. Pendant plus d'un siècle, elle est restée ainsi. Les têtes couronnées passaient devant l'or des chasses, mais ne songèrent jamais à y vivre. C'était trop simple, trop loin du palais, trop ordinaire pour appartenir au monde des couronnes et des cérémonies. Puis, en 1812, le prince régent, futur George IV, la remarqua. Il transformait déjà Brighton en son palais fantastique et remodelait le château de Windsor en forteresse gothique. Pourtant, il vit un potentiel dans ce petit pavillon niché parmi les arbres. Il ordonna son agrandissement, de nouvelles ailes, plus de pièces, des proportions classiques. Un cottage assez grand pour un roi, mais assez petit pour préserver l'intimité. Les travaux prirent des années. À son achèvement, Royal Lodge s'était métamorphosé en quelque chose entre la maison de campagne et la retraite royale. Confortable sans être grandiose, élégante mais jamais intimidante. George IV l'utilisa de temps à autre. Son frère, Guillaume IV, préférait d'autres domaines. La maison sombra dans une demi-utilisation, accueillant des royaux mineurs et des invités ayant besoin d'un endroit calme, loin des couloirs rigides du palais. Vint alors la reine Victoria. Elle ne vécut pas à Royal Lodge, mais elle comprit exactement sa fonction. Le château de Windsor était pour les affaires d'État et la vie formelle. Royal Lodge était pour l'évasion. Elle laissa les membres de la famille l'utiliser lorsqu'ils avaient besoin de distance avec la pression de la cour et les regards constants du château. Le modèle était établi. Royal Lodge devint l'endroit où l'on allait quand le palais semblait trop lourd, quand on avait besoin de monter à cheval sans public, quand on voulait que ses enfants jouent dans un jardin qui semblait presque normal. Il ne s'agissait jamais vraiment de grandeur. Il s'agissait de soulagement. Au début des années 1900, la maison avait trouvé son rythme. Elle accueillait les jeunes royaux, les titres moindres et les invités occasionnels. Les chambres étaient confortables mais pas luxueuses. Le parc était magnifique mais pas excessivement formel. Cela ressemblait plus à une grande maison de famille qu'à une adresse royale officielle. Le personnel qui y travaillait se souvenait plus tard que c'était l'une des affectations les plus agréables. Moins de cérémonial, moins de règles. Les royaux qui séjournaient à Royal Lodge avaient tendance à se détendre. Ils mangeaient des repas plus simples, s'habillaient de manière plus décontractée, riaient plus fort. La maison absorbait cette humeur. Au sein de la famille, elle devint connue comme un lieu sûr, un endroit où l'on pouvait admettre être fatigué, frustré ou incertain sans que cela ne se transforme instantanément en scandale. Cette réputation allait s'avérer cruciale en 1931. Le roi George V était encore sur le trône, mais son second fils, le prince Albert, duc d'York, était en difficulté. Timide, nerveux, écrasé par un bégaiement qui transformait la prise de parole en public en torture. Son frère aîné, le futur Édouard VIII, était charismatique et confiant. Albert se sentait comme le remplaçant. Le fils cadet restait dans l'ombre. Il avait besoin d'un foyer où il n'avait pas à jouer un rôle à chaque minute. George V lui offrit Royal Lodge. Albert accepta. Il emménagea avec sa femme Élisabeth et leurs 2 jeunes filles, Élisabeth et Margaret. La famille qui allait définir la prochaine ère de Royal Lodge était arrivée. Pour Albert, la maison devint un refuge. Il pouvait y répéter ses discours en privé, arpenter le domaine sans que les courtisans n'épitent ses moindres gestes, être un père sans que les photographes ne transforment chaque instant en une de presse. Ses filles couraient librement dans le jardin. Elles grimpaient aux arbres, construisaient des forts, jouaient avec les chiens. Élisabeth, la future reine, appellerait plus tard Royal Lodge le seul endroit où son enfance avait semblé réelle. La maison s'enveloppait autour d'eux, chaleureuse, silencieuse, protectrice.
Personne ne savait encore que quelques années plus tard, Albert deviendrait le roi George VI et que Royal Lodge deviendrait le lieu où un homme brisé apprendrait à porter une couronne qu'il n'avait jamais voulu. Chapitre 3. Le jardin de la reine-mère. Albert devint roi en 1936. Pas par choix, pas par plan. Son frère Édouard VIII abdiqua pour épouser Wallis Simpson. Et soudain, le duc timide et bègue devint George VI, roi d'un empire qui s'étendait encore sur près d'un quart du globe. Il était terrifié. Le palais essaya de le préparer. Les conseillers le coachèrent. Les rédacteurs de discours ciselèrent des textes prudents ligne par ligne, mais le poids ne s'allégeait pas. George VI se sentait comme une doublure poussée sur scène le soir de la première, sans répétition, avec tous les regards braqués sur lui. Royal Lodge devint son ancre. Même en tant que roi, il refusa de l'abandonner. Buckingham Palace était pour le travail. Le château de Windsor pour les occasions d'État. Mais Royal Lodge était la maison, le seul endroit où il pouvait arrêter de prétendre tout contrôler et admettre, ne serait-ce qu'à lui-même, qu'il n'y arrivait pas. Sa femme, désormais la reine Élisabeth, comprenait parfaitement cet instinct. Elle transforma la maison en une forteresse de normalité. Déjeuners dominicaux, pique-nique dans le jardin, promenade du soir avec les chiens. Les filles grimpaient toujours aux mêmes arbres, portaient les mêmes bottes boueuses, traînaient la même terre dans les halls d'entrée. En 1932, avant même qu'il ne prenne la couronne, le peuple du pays de Galles avait offert à la princesse Élisabeth un cadeau qui allait définir Royal Lodge pour des générations. Une maison miniature appelée Iboutin-Bach, le petit cottage. Elle trônait dans le jardin, réplique parfaite d'un cottage gallois à l'échelle d'un enfant. 2 petites pièces, des portes et fenêtres fonctionnelles, des meubles minuscules, une petite cuisine avec l'eau courante. Élisabeth et Margaret la traitaient comme leur royaume privé. Elle balayait les sols, disposait la vaisselle, invitait des hôtes pour des thés imaginaires. C'était le seul espace de leur vie où elles avaient un contrôle total. Où être une princesse n'importait pas et où personne ne regardait. La petite maison est toujours là. Lorsque la guerre éclata en 1939, Royal Lodge devint autre chose, une cachette au sens le plus littéral. George VI et la reine Élisabeth refusèrent d'être évacués. Ils restèrent à Londres pendant le Blitz, mais envoyèrent Élisabeth et Margaret au château de Windsor pour leur sécurité. Royal Lodge resta vide pendant des mois, volet clos et sombre, comme une scène attendant le retour de ses acteurs. Après les raids aériens, la famille s'y retirait pour récupérer. La maison n'avait aucune importance militaire, aucune valeur stratégique, juste des pièces calmes où un roi pouvait cesser de jouer le courage pendant quelques heures et admettre enfin son épuisement. Le personnel se souvenait de ces années comme d'étranges et longs silences, une tension dans l'air qui ne se dissipait jamais tout à fait. Le roi arpentant les couloirs tard dans la nuit, fumant trop, s'inquiétant pour son pays, ses filles, et se demandant si la nuit suivante serait pire que la précédente. Mais Royal Lodge le soutenait. Elle lui offrait l'espace nécessaire pour s'effondrer en privé, afin qu'il puisse tenir bon en public. La guerre prit fin. La Grande-Bretagne survécut. George VI s'était montré plus fort que presque tout le monde ne l'avait prévu, mais l'effort avait silencieusement détruit sa santé. Il mourut en 1952, soudainement, d'une crise cardiaque dans son sommeil à Sandringham. La reine Élisabeth devint la reine-mère du jour au lendemain. Sa fille était désormais Élisabeth II. L'ancienne vie était révolue. Elle aurait pu déménager n'importe où. Clarence House, un appartement de grâce et faveur, un domaine de campagne plus petit avec moins de souvenirs. Elle choisit Royal Lodge. Elle y resta 50 ans. La maison, qui avait autrefois abrité un père nerveux, abritait maintenant une veuve en deuil. Elle garda ses chambres presque exactement comme il les avait laissées. Ses livres sur les étagères, son fauteuil préféré près de la fenêtre, des photographies sur chaque surface. Le jardin devint son obsession. Elle élargit les parterres de fleurs, ajouta de nouveaux sentiers et transforma lentement le domaine en l'un des jardins privés les plus magnifiques de toute l'Angleterre. Le petit cottage gallois resta dans son coin. Ses petits-fils Charles, Andrew et Edward y jouèrent enfants, tout comme Elizabeth et Margaret avant eux. Royal Lodge devint une mémoire vivante, un lieu où le temps s'écoulait plus lentement, où la reine-mère pouvait s'accrocher à la vie qu'elle avait perdue lorsque son mari devint roi, puis mourut trop jeune.
Au moment où elle atteignit ses 90 ans, la demeure et la femme étaient devenues inséparables. Le personnel parlait d'elle au présent, même en évoquant le passé. Elle était là. Elle le serait toujours. Jusqu'en 2002. Chapitre 4. Un prince, un divorce et une seconde chance. La reine-mère s'est éteinte en mars 2002. Elle avait 101 ans. Royal Lodge avait été sienne pendant un demi-siècle. Pour la première fois depuis les années 30, la maison se retrouvait vide. La famille devait décider de son sort. Certains suggérèrent d'en faire un musée. D'autres plaidèrent pour sa division en appartements destinés aux membres mineurs de la famille royale. Quelques voix s'élevèrent même pour dire qu'elle devait être rendue au Crown Estate et louée à quelqu'un d'extérieur au cercle familial. La reine Elisabeth II avait une autre idée. Elle l'offrit à son deuxième fils, le prince Andrew, duc d'York. Andrew avait 52 ans. Divorcé de Sarah Ferguson depuis 6 ans, il partageait son temps entre un appartement de grâce et faveur au palais de Buckingham et une maison de campagne qu'il occupait encore, non sans gêne, avec son ex-femme. Il avait 2 filles, Béatrice et Eugénie, qui grandissaient écartelées entre 2 parents, 2 lieux, entre la version officielle de la vie royale qu'elles étaient censées mener et la réalité désordonnée qui était la leur. Andrew voulait de la stabilité. Un endroit qui semblait permanent, un lieu que ses filles pourraient appeler maison, sans note de bas de page ni explication. Royal Lodge semblait parfaite pour ce rôle. La reine lui proposa un bail de 75 ans via le Crown Estate. Les conditions étaient complexes mais généreuses. Andrew paierait 250 livres par semaine de loyer, bien en dessous du prix du marché. En contrepartie, il financerait personnellement une rénovation massive. Toiture neuve, électricité et chauffage modernisés, maçonnerie réparée, détails extérieurs restaurés, la facture, dit-on, s'éleva à 7,5 millions de livres. Andrew paya. Il traita l'accord comme un investissement, non pas dans la brique et la terre, mais dans la postérité. Ce n'était pas juste une autre maison. C'était l'endroit où sa grand-mère avait vécu, où sa mère avait joué enfant, où l'histoire royale imprégnait chaque couloir. Il emménagea en 2004. Sarah emménagea avec lui. Sur le papier, ils étaient divorcés. Officiellement, ils menaient des vies séparées, mais ils ne s'étaient jamais vraiment quittés. Ils partageaient la garde des enfants, les vacances, et cette compréhension tacite que leur mariage avait échoué, mais que leur partenariat et leur loyauté mutuelle avaient, d'une manière ou d'une autre, survécu. Royal Lodge devint la preuve physique de cet étrange arrangement. 2 personnes qui ne pouvaient rester mariées mais ne pouvaient tout à fait se lâcher, vivant ensemble dans un manoir qui ressemblait à un monde clos. Les filles adorèrent l'endroit. Béatrice et Eugénie avaient grandi sous la lumière crue des gros titres des tabloïds concernant le divorce de leurs parents, leur physique, leurs vêtements et même leur utilité au sein de la famille royale. À Royal Lodge, elles pouvaient disparaître. Elles montaient à cheval dans le parc, promenaient les chiens dans des allées tranquilles, jouaient dans le même cottage de jardin où leur grand-mère s'était amusée quelques 70 ans plus tôt. Pour Andrew, la maison avait un goût de rédemption. Sa carrière dans la marine était terminée, son mariage s'était effondré, les tabloïds avaient passé des années à se moquer de lui, le peignant comme un bouffon, un playboy, un prince qui embarrassait la monarchie plus qu'il ne la servait. Royal Lodge était censé réécrire cette histoire, un foyer stable, un père dévoué, un homme qui comprenait enfin ce qui comptait. Il organisait des réunions de famille. La reine venait régulièrement. Charles et ses fils venaient au déjeuner. La maison s'emplissait à nouveau du genre de vie qu'elle avait connu sous la reine-mère. Informelle, chaleureuse, multigénérationnelle. Andrew se sentait en sécurité. Le bail était solide. Les rénovations étaient terminées. Ses filles étaient heureuses. Il avait un rôle, pas celui d'un royal travaillant à temps plein, mais quelque chose qu'il valorisait davantage, être une ancre familiale, le gardien d'une demeure qui pesait lourd dans la mémoire royale. Il croyait le pire derrière lui, les factures étaient gérables à l'époque. Il recevait encore de l'argent des revenus privés de la reine, il avait sa pension de la marine, Sarah contribuait grâce aux revenus de ses livres et de ses apparitions publiques. L'entretien de Royal Lodge coûtait environ 250 000 livres par an, cher mais pas impossible. Andrew s'installa. Il acheta de nouveaux meubles, fit repeindre les pièces selon ses propres goûts.
Lentement, presque sans s'en rendre compte, il effaça l'esthétique de sa grand-mère pour la remplacer par la sienne. La maison cessa d'être celle de la reine-mère pour devenir la sienne. Personne ne l'avertit de la vitesse à laquelle ce sentiment de sécurité pouvait s'évanouir, comment quelques photographies, une poignée d'amitié et une série de choix désastreux pouvaient transformer son havre de paix en cage dorée. Le piège était déjà en construction. Andrew ne le voyait simplement pas encore. Chapitre 5. Une maison bâtie sur des règles d'exception. Le bail qu'Andrew a signé n'était pas un bail ordinaire. La plupart des gens qui louent une maison paient un prix proche du marché et s'occupent de l'entretien courant. Le propriétaire gère les grosses réparations. Le locataire peut partir avec un préavis correct et quelques signatures. Royal Lodge fonctionnait selon une logique totalement différente. L'accord d'Andrew passait par le Crown Estate, cet immense portefeuille de terres et de bâtiments, techniquement propriété du monarque, mais géré comme une entreprise distincte. Le Crown Estate supervise tout, des tours de bureaux londoniennes aux étendues de terres agricoles jusqu'aux demeures royales historiques qui ne servent plus de palais officiels. Royal Lodge appartenait à cette dernière catégorie. Trop vaste pour la vie royale moderne, trop coûteuse pour rester vide, trop sensible historiquement pour être confiée à n'importe qui ayant de l'argent. La réponse qu'ils trouvèrent fut ce bail de 75 ans à 250 livres par semaine, soit environ 13 000 livres par an. À titre de comparaison, des maisons de campagne similaires dans la région peuvent se louer 500 000 livres par an, voire plus. Andrew payait moins de 3% du prix réel, mais ce rabais cachait des conditions draconiennes. Andrew devait financer chaque rénovation lui-même. Pas seulement la décoration ou les nouveaux rideaux, mais la restauration structurelle complète, toits désamiantés et refaits, plomberie remplacée, systèmes électriques mis aux normes, pierres effritées réparées. Le genre de travaux profonds qui coûtent des millions et ne finissent jamais vraiment dans une maison bâtie au XIXe siècle. Il devait également entretenir le domaine selon les standards du Crown Estate. Cela signifiait employer des jardiniers professionnels, des élagueurs et du personnel d'entretien. Des inspections régulières, une action immédiate dès l'apparition d'humidité, de tuiles déplacées ou de fissures dans la maçonnerie. Et il ne pouvait pas sous-louer, ne pouvait pas revendre le bail, ne pouvait pas en faire un actif lucratif. Un jour, le bail pourrait passer à ses filles, mais seulement si le Crown Estate donnait son accord. Sur le papier, c'était un marché équilibré. Un loyer bas en échange d'une haute responsabilité. En réalité, cela liait Andrew à un engagement long et coûteux, fondé sur l'hypothèse qu'il disposerait toujours de revenus conséquents. Pendant de nombreuses années, cette hypothèse a tenu. En tant que royal actif, Andrew recevait une allocation annuelle des fonds privés de la reine via le duché de Lancaster. Les estimations la plaçaient autour de 249 000 livres par an. Pas énorme selon les standards royaux, mais suffisant pour couvrir les salaires du personnel, l'entretien courant et la vie quotidienne à Royal Lodge. En plus de cela, il avait sa pension de la marine, des revenus d'investissement et des honoraires de consultation occasionnels de la part d'entreprises ravies de payer pour un nom royal sur leur liste d'invités. Sur les tableaux Excel, la maison semblait gérable. À l'intérieur, Andrew et Sarah construisirent une vie qui déroutait presque tous ceux qui tentaient de la définir. Divorcés, mais vivant ensemble. Des ailes séparées, mais des repas partagés. Des vies amoureuses indépendantes, mais une parentalité unie. Le personnel appelait cela l'arrangement. Les visiteurs trouvaient cela bizarre. Les tabloïds qualifièrent cela de cirque, mais dans la pratique, cela fonctionnait. Les filles avaient une base stable. Andrew avait de la compagnie. Sarah avait un toit au-dessus de sa tête après des années de problèmes financiers et d'humiliation publique suite au divorce. Royal Lodge absorbait cette étrangeté sans se plaindre. Elle avait vu bien pire. Des maîtresses introduites en secret, des mariages cachés, des royaux qui buvaient trop, dépensaient trop, ou faisaient des choix qui auraient détruit n'importe qui ne portant pas un titre comme bouclier. Un ménage non conventionnel de plus ne faisait qu'effleurer ses murs. Andrew recevait constamment contacts d'affaires, dignitaires étrangers, vieux camarades de la marine, des gens qui voulaient un accès à un prince et étaient prêts à ignorer sa réputation si cela les rapprochait du pouvoir. La maison lui conférait un statut. Guider les invités à travers les pièces où sa grand-mère avait vécu, montrer les jardins où les futures reines avaient rejoué.
Tout cela rappelait à chacun, y compris à Andrew lui-même, qu'il comptait, qu'il était connecté à une histoire bien plus grande que sa propre vie. Il avait besoin de cette réassurance, plus qu'il ne l'admettait jamais. Son frère aîné, Charles, était l'héritier. Son frère cadet, Édouard, était discrètement efficace. Sa sœur, Anne, était largement respectée pour son éthique de travail implacable. Andrew était la pièce de rechange, celui qui s'était battu courageusement au Malouines et avait ensuite passé plus de 30 ans à essayer de prouver qu'il était encore important. Royal Lodge était sa preuve. Pourtant, le bail même qui le faisait se sentir protégé le laissait exposé. Il avait investi des millions dans une maison qui ne lui appartenait pas. Il avait accepté des coûts d'entretien qui ne feraient qu'augmenter à mesure que le bâtiment vieillirait. Il avait enroulé son image publique et son identité privée autour d'une propriété qui pouvait, en théorie, lui être retirée si le sol se dérobait sous ses pieds. Le Crown Estate possédait les murs et la terre. La reine contrôlait son allocation. Son rôle de royal actif justifiait ses deux soutiens. Le sentiment de sécurité d'Andrew reposait sur le fait que ces trois piliers resteraient exactement les mêmes. Dès 2010, des fissures invisibles commencèrent à apparaître. Les articles de tabloïds questionnaient ses amitiés d'affaires. Les scandales sur les notes de frais transformèrent les dépenses royales en champs de mine publics. Des murmures discrets commencèrent à circuler sur des associés dont les noms deviendraient plus tard radioactifs. Andrew ignorait les signes. De l'intérieur de ses grilles, Royal Lodge semblait trop solide, trop enraciné dans l'histoire pour s'effondrer vraiment. Il avait tort. Chapitre 6. La vie dans la bulle. En 2015, Royal Lodge était devenu le monde entier d'Andrew. La maison avait trouvé un rythme qui semblait presque ordinaire, tant que l'on ignorait tout ce qui se passait au-delà des grilles. Les matinées commençaient avec les chiens. Andrew en gardait plusieurs, une meute tournante de corgis et d'autres races qui déambulaient dans les pièces remplies de meubles anciens, comme s'ils étaient les propriétaires des lieux. Le personnel apprit à travailler autour d'eux. Les canapés perdirent leur ligne nette, les tapis accumulèrent les poils. Personne ne se plaignait. C'était simplement ainsi que la maison vivait. Le petit déjeuner était informel. Sarah le rejoignait souvent à table. Ils lisaient les journaux, discutaient des filles, planifiaient la journée à voix basse. Pour les étrangers, c'était désorientant. Un couple divorcé qui se comportait comme de vieux époux en tout point, sauf le statut légal. Les pièces reflétaient le goût d'Andrew plus que la tradition royale héritée. Après son installation, il avait retiré une grande partie des motifs floraux doux et des pastels de sa grand-mère, les remplaçant par des meubles plus lourds, des teintes plus sombres et des espaces à l'atmosphère plus ouvertement masculine. Des photographies couvraient presque chaque surface plane. Andrew avec des dirigeants mondiaux, Andrew en uniforme de la marine, Andrew avec ses filles à différents âges de leur vie. Les murs répétaient l'histoire qu'il voulait que les gens retiennent. Un prince qui avait servi, qui était connecté, qui avait toujours sa place. Maintenir cette histoire en vie nécessitait une petite armée. Royal Lodge exigeait une équipe complète, gouvernante, jardiniers, cuisiniers, agents de sécurité, chauffeurs. La masse salariale s'élevait à des centaines de milliers de livres chaque année. Il gérait une maison qui devait être prête en permanence, prête pour une visite de dernière minute de la reine, prête pour des rassemblements familiaux qui pouvaient soudainement s'étendre à des dizaines de personnes. Prête pour qu'Andrew y entraîne ses invités dans des visites informelles, montrant le cottage du jardin et les chambres où les générations précédentes avaient vécu et pleuré. Pourtant, moins de visiteurs venèrent qu'Andrew ne l'aurait souhaité. Son agenda royal officiel s'était éclairci avec le temps. Il y avait moins d'engagements, moins d'inaugurations, moins d'invitations, où sa présence était jugée essentielle. Son rôle de représentant spécial pour le commerce international et l'investissement s'était mal terminé, critiqué comme coûteux, inefficace et inconfortablement proche de certains individus controversés. Royal Lodge devint le lot de consolation. Si l'institution n'avait plus besoin de lui comme royal visible et actif, il pouvait encore être le gardien d'une demeure importante, le conservateur de la mémoire familiale, le lien avec le monde de sa grand-mère. Béatrice et Eugénie allaient et venaient. Elles avaient des emplois, des partenaires, des appartements à Londres, leur propre vie. Mais elles revenèrent souvent. Royal Lodge restait la base,
le seul endroit où elle se sentait elle-même plutôt que des royaux mineurs notés sur leur tenue, leurs expressions et leurs postures. Le cottage du jardin demeurait leur petit royaume. Elle n'y jouait plus à la dinette, mais le petit bâtiment renfermait trop d'histoires pour être abandonné. Parfois, elles y emmenaient des amis, leur montrant la cuisine minuscule, le mobilier à l'échelle d'un enfant, cette sensation que le temps s'y était figé depuis des décennies. Pour les filles d'Andrew, Royal Lodge incarnait quelque chose de simple et de bon. Une enfance qui avait été sécurisante et affectueuse, malgré le divorce de leurs parents et le bruit constant des tabloïds. Andrew s'accrochait à cette signification. Si ses filles aimèrent cette maison, se disait-il, alors il avait dû réussir au moins une chose. La sécurité enveloppait la propriété telle une armure invisible. Des policiers armés patrouillaient le périmètre, des caméras surveillaient chaque voie d'accès, des alarmes sur chaque porte et chaque fenêtre. Le grand parc de Windsor ajoutait une couche protectrice supplémentaire, des milliers d'hectares de terre contrôlée dressant un tampon entre Royal Lodge et le monde extérieur. À l'intérieur de cette bulle, Andrew pouvait se comporter comme si le récit extérieur n'existait pas. Il organisait des dîners, de longues soirées avec de vieux amis de la marine, des contacts d'affaires et des gens qui s'adressaient encore à lui avec la déférence dont il avait tant besoin. La conversation avait tendance à tourner en boucle autour des mêmes sujets. Histoires de guerre, transactions potentielles, plaintes contre des journalistes qui ne saisissèrent jamais la situation dans son ensemble. Personne dans ces salons ne le contredisait. Personne n'était tenu de le faire. Royal Lodge filtrait la dissidence aussi efficacement que le bruit des routes principales. La maison rendait possible une réalité sélective. Andrew voyait des articles de presse qui le dépeignaient sous un mauvais jour et les balayaient comme des attaques personnelles. Il entendait les critiques et blâmait des conseillers qui avaient laissé les choses déraper. Il sentait son statut public glisser et réagissait en s'agrippant encore plus fermement aux atours de son rang. Le titre, la maison, l'équipe de sécurité à la grille. Royal Lodge devint à la fois un sanctuaire et une chambre d'écho. Pendant ce temps, les factures continuaient de s'alourdir. L'entretien d'une demeure de cette envergure ne connaît aucune trêve. Les toits réclamèrent des travaux. Les façades de pierre se fissuraient. Les systèmes de chauffage vieillissaient et exigeaient d'être remplacés. Le parc nécessitait une tonte, un élagage et des replantations constants, simplement pour conserver cette apparence de naturel. Les revenus d'Andrew ne croissaient pas au même rythme. L'allocation provenant des fonds privés de la reine couvrait l'essentiel, mais le superflu devait venir d'ailleurs. Investissements, aides d'amis fortunés, prêts et arrangements qui, avec le recul, paraîtraient bien plus troubles. Il se disait que tout était sous contrôle. Le bail était long. La maison était sécurisée. La reine ne le laisserait jamais tomber. Au-delà des grilles, l'humeur changeait. Des histoires circulaient sur le manque de jugement d'Andrew, sur les gens qu'il choisissait pour amis, sur son apparente incapacité ou refus de voir comment certaines photographies et fréquentations étaient perçues par le reste du monde. Royal Lodge amortissait ces signaux d'alarme. À l'intérieur, le schéma changeait à peine. Les chiens sur les canapés, les journaux au petit déjeuner, les photos de famille observant la scène depuis chaque mur. La bulle tenait bon pour le moment. Le chapitre 7. Rumeurs à la grille. Les premières fissures apparurent de manière qu'Andrew pouvait encore ignorer d'un haussement d'épaule. Il y eut des articles de tabloïds sur ses dépenses extravagantes, des questions sur qui réglait la note des jets privés lors de ses voyages d'affaires, des photographies le montrant à des fêtes avec des individus dont la fortune semblait provenir de l'ombre plutôt que d'un travail respectable et clair. Chaque histoire, prise isolément, semblait survivable. Embarrassante, certes, mais pas fatale. Le genre de couverture médiatique inhérente au statut d'un prince pas tout à fait assez important pour être protégé, mais bien trop visible pour être ignoré. Royal Lodge devint l'endroit où il courait se réfugier après chaque vague de mauvaise presse. La maison absorbait sa colère et son incrédulité. Le personnel apprit à lire les signes, une humeur plus courte, des silences plus longs, davantage d'heures enfermées dans son bureau avec les journaux étalés sur le bureau. Sarah le défendait en public. Ses filles restaient loyales en privé. La reine ne disait rien, un silence qu'Andrew choisissait d'interpréter comme une approbation. Mais les histoires ne s'arrêtèrent pas. En 2011, des questions surgirent concernant son amitié avec Jeffrey Epstein, un financier américain, délinquant sexuel condamné,
un homme avec qui Andrew avait été photographié à plusieurs reprises au fil des ans. L'explication d'Andrew était simple. Il avait rencontré Epstein par l'intermédiaire de Ghislaine Maxwell, une vieille amie. La connexion avait été utile pour faire des introductions dans le monde des affaires. Après la condamnation d'Epstein, Andrew affirma avoir coupé les ponts, essentiellement. Puis vinrent les photographies d'Andrew marchant côte à côte avec Epstein dans Central Park à New York, en 2010. Bien après la condamnation, Andrew insista sur le fait qu'il avait traversé l'Atlantique pour mettre fin à cette amitié face à face. Les critiques rétorquèrent que cela ressemblait bien plus à une visite pour la maintenir en vie. L'histoire tourna dans la presse pendant des semaines, puis glissa hors des premières pages. Royal Lodge revint à sa routine tranquille. Pourtant, quelque chose avait changé. La bulle protectrice autour de la vie d'Andrew semblait plus fine, plus facile à percer. Les incidents de sécurité commencèrent à se multiplier. En 2013, un homme escalada la clôture de Royal Lodge. En 2016, un autre intrus fut trouvé errant sur le domaine. Les 2 fois, la sécurité les intercepta avant qu'ils n'atteignent la maison elle-même. Le personnel chuchotait à propos des points faibles, des caméras laissant des angles morts, des rondes qui ne couvraient pas tous les sentiers. Un système conçu pour une ère plus douce, luttant pour suivre le rythme des obsessions et des risques modernes. Andrew exigea des mises à niveau. Plus de caméras, plus de patrouilles, des clôtures plus hautes et plus solides. Le Crown Estate approuva certaines de ces demandes et en refusa discrètement d'autres, invoquant les budgets, la proportionnalité et le fait que Royal Lodge n'était pas Buckingham Palace et ne pouvait être traité comme une forteresse royale. Andrew se sentit exposé. La maison qui avait autrefois semblé être un bastion donnait désormais l'impression d'avoir des lézardes dans ses murs. À l'intérieur, la vie continuait sous une pression ne cessant de croître. Les finances de Sarah restaient précaires, des contrats de livres décevants, des projets commerciaux qui ne décollaient jamais tout à fait, une longue traîne de dettes issues des années antérieures de dépenses excessives et de mauvais conseils. Elle s'appuyait sur la stabilité d'Andrew. Il s'appuyait sur sa présence. Tous deux s'appuyaient sur Royal Lodge comme la seule structure solide maintenant le reste de leur vie en un seul morceau. Les invités commencèrent à remarquer la tension. Les dîners semblaient plus forcés. Les conversations revenaient encore et encore sur les mêmes thèmes, les médias injustes, les conseillers incompétents, un public qui, selon Andrew, refusait de reconnaître son service et sa loyauté. Les vieux amis commencèrent à décliner les invitations. La maison ressemblait moins à un sanctuaire qu'à un bunker où Andrew stockait ses rancunes. Les filles s'inquiétaient. Elles voyèrent leur père se replier sur lui-même. Elles voyèrent leur mère se débattre avec l'argent tout en vivant dans un vaste manoir qui hurlait la richesse sous tous les angles. Elles voyaient une situation qui semblait impossible à soutenir, mais aussi impossible à réparer. Royal Lodge exigeait plus d'argent chaque année. Les 7,5 millions de livres qu'Andrew avait versés pour les rénovations au début des années 2000 n'étaient pas une facture finale. Les vieilles maisons ne cessent jamais de réclamer leur dû. De nouvelles estimations pointaient vers 5 millions de livres supplémentaires de travaux à venir. Les toits, encore. Le drainage défaillant. Des réparations structurelles qui ne pouvaient être retardées sans risque réel. Andrew n'avait pas 5 millions. Il n'avait pas même 1 million de livres sur un compte. Le modèle financier qui avait autrefois semblé stable s'effondrait. Son allocation couvrait les frais de fonctionnement quotidien, mais pas une restauration majeure. La majeure partie de sa richesse disponible avait été engloutie dans la première vague de travaux. Le bail qui l'avait fait se sentir intouchable ressemblait maintenant à un piège. Il ne pouvait pas vendre la maison pour débloquer sa valeur. Il ne pouvait pas partir sans perdre tout ce qu'il y avait investi. Royal Lodge le possédait autant qu'il l'occupait officiellement. Puis, en 2019, tout s'effondra. Virginia Giuffre déposa une plainte aux États-Unis. Elle alléguait que Jeffrey Epstein l'avait trafiqué auprès d'hommes puissants, dont le prince Andrew. Elle décrivit des rencontres spécifiques, des dates spécifiques, des lieux spécifiques. Une photographie montrait Andrew, son bras autour de la taille de la jeune femme. Ghislaine Maxwell se tenait à leur côté, souriant à l'objectif. Andrew avait la quarantaine sur cette photo de 2001. Virginia Giuffre avait 17 ans. Cette fois, la bulle ne plia pas, elle rompit. Les murs de Royal Lodge ne pouvaient plus empêcher cette histoire d'entrer. Chapitre 8. Quand un ami devient une malédiction. L'instinct premier d'Andrew fut le déni.
Il admit avoir rencontré Virginia Giuffre mais insista sur le fait qu'il ne pouvait se souvenir de la rencontre. La photographie était réelle, disait-il, mais la situation qui l'entourait était inoffensive. Les allégations étaient, selon lui, totalement fausses, motivées par l'argent, liées à une bataille juridique américaine tentaculaire qui, à ses yeux, n'avait rien à voir avec lui. Ses conseillers lui dirent de rester silencieux, de laisser les avocats gérer les communiqués, d'éviter de nourrir les tabloïds avec des demi-réponses et des commentaires improvisés. Andrew les ignora. En novembre 2019, il a accepté de s'asseoir face aux caméras de BBC Newsnight. Il croyait sincèrement pouvoir tout expliquer, laver son nom, montrer au public que les accusations étaient ridicules une fois sa version des faits entendue. L'interview a été diffusée un samedi soir, 49 minutes, qui allait démanteler ce qu'il restait de la réputation d'Andrew. Il a affirmé qu'il ne pouvait pas être à Londres le soir en question parce qu'il se trouvait dans un Pizza Express à Woking avec sa fille. Il a déclaré ne pas se souvenir d'avoir jamais rencontré Virginia, malgré la photographie qui les plaçait à quelques centimètres l'un de l'autre. À un moment donné, il a même suggéré que l'image avait pu être truquée. Il a décrit son amitié avec Jeffrey Epstein comme un moyen utile de nouer des relations d'affaires. Ses journées dans les propriétés d'Epstein, expliqua-t-il, étaient simplement pratiques, une base logistique pour ses voyages. Lorsqu'on lui a demandé s'il regrettait cette amitié, Andrew a parlé des opportunités qu'elle lui avait offertes en termes de réseautage. Ce n'est que lorsqu'il fut pressé par la journaliste qu'il a consenti à reconnaître l'existence des victimes. Et même alors, son ton laissait entendre qu'il se sentait plus lésé par le scandale qu'elle ne l'avait été par les crimes. Le moment le plus dévastateur fut sa tentative de justifier sa visite à Epstein à New York en 2010, après la condamnation du financier. Andrew a dit qu'il avait fait le voyage pour mettre fin à l'amitié en face à face, parce que c'était la chose honorable à faire. Le mot a atterri comme une brique. Rompre avec un délinquant sexuel condamné, en personne à l'intérieur de son manoir, ne semblait pas honorable aux yeux des téléspectateurs. Cela ressemblait à une excuse fragile venant de quelqu'un incapable d'admettre qu'il avait choisi de rester proche de la mauvaise personne. L'interview est devenue virale quasi instantanément. Les extraits ont inondé les réseaux sociaux. Les commentateurs ont qualifié l'événement de désastre, d'accident de voiture au ralenti, d'exemple typique de ce qu'il ne faut surtout pas faire en cas de crise de réputation. Andrew est sorti de là avec le sentiment d'avoir été clair et direct. Le public a vu tout autre chose. Un homme sur la défensive, détaché et apparemment incapable de saisir pourquoi ses décisions semblaient si épouvantables aux yeux du monde. En quelques jours, le palais a annoncé qu'Andrew se retirerait des devoirs royaux. Pas pour une courte pause, mais indéfiniment. Il garderait son titre, il garderait ses rôles militaires honorifiques. Il garderait Royal Lodge. Mais il ne représenterait plus la reine. Plus de patronage, plus d'engagement public, plus de prétention à tenir un rôle officiel significatif au sein de l'institution. Andrew s'est retiré à Royal Lodge. La maison qui avait toujours été son refuge se réduisait désormais à son unique territoire. Le dernier endroit où il se sentait encore prince plutôt que simple gros titre. Le personnel a immédiatement remarqué le changement. De longues périodes s'écoulaient sans qu'il ne quitte le domaine. Les visiteurs se faisaient rares. Les repas étaient souvent pris seuls ou uniquement avec Sarah à sa table. Béatrice et Eugénie venaient dès qu'elles le pouvaient. Mais même leur présence ne pouvait réparer ce qui avait été brisé à la télévision. Elles aimaient leur père. Elles croyaient en son innocence. Pourtant, elles comprenaient aussi ce que l'interview avait fait. Elle avait confirmé chaque histoire négative que les gens soupçonnaient déjà à son sujet. Royal Lodge elle-même semblait changer. L'atmosphère s'alourdit. Les pièces autrefois vivantes semblaient désormais sombres. Le silence entre les conversations s'étirait, inconfortable et épais. Andrew cessa d'organiser des dîners, cessa de guider les invités à travers les jardins, cessa de jouer le rôle du gardien gracieux qui lui avait autrefois donné un sens et une importance. La patrouille de sécurité armée continuait de tourner, le personnel continuait de polir l'argenterie et de tailler les haies, mais la maison avait perdu sa chaleur. Elle ressemblait moins à un foyer familial qu'à une salle d'attente où Andrew restait assis, espérant une réhabilitation qui n'arrivait jamais. Au-delà des grilles, la pression s'intensifiait. Les associations caritatives abandonnèrent ses parrainages. Les régiments militaires qui l'avaient jadis fièrement revendiqué comme figure de proue prirent discrètement leur distance.
Les organisations qui avaient affiché son nom sur des brochures glacées l'effacèrent de leur site web. La monarchie avança comme s'il avait déjà basculé dans le passé. La reine ne fit aucune déclaration publique. Charles maintint une distance prudente et glaciale. Le message ne pouvait être plus clair. Andrew était seul. Royal Lodge devint son univers entier parce que, fonctionnellement, il n'en avait plus d'autre. Il regardait les informations de manière obsessionnelle, enregistrait les émissions, lisait chaque chronique, voyait son nom devenir synonyme de privilèges arrogants et de jugements catastrophiques. La maison ne pouvait pas le protéger de cela. Ses murs ne pouvaient étouffer la colère extérieure ni réparer la confiance perdue. Mais il refusait toujours de partir. Royal Lodge était la dernière preuve physique qu'il appartenait à quelque chose de plus grand que le scandale, qu'il avait encore une place dans l'histoire royale, même si le public ne la voyait plus. Le bail restait intact. La reine ne l'avait pas expulsé. Tant qu'il vivait dans cette enceinte, Andrew pouvait se dire qu'il était encore un prince avec un rôle, et pas juste un problème que la famille voulait oublier. Les factures, cependant, se moquaient des narratifs. Elles arrivaient à l'heure. Coûts d'entretien, salaire du personnel, dépenses de sécurité, les revenus d'Andrew s'étaient effondrés. L'allocation privée de la reine continuait, mais tout le reste s'était évaporé. Pas d'affaires, pas d'apparitions rémunérées, pas de travail de consultant lié à des fonctions publiques. Royal Lodge coûtait environ 250 000 livres par an rien que pour continuer à fonctionner. Andrew n'avait plus de moyens clairs et fiables de payer cette note. Le piège se resserrait. La maison qu'il s'était battu pour sécuriser, la propriété qui croyait-il garantirait son avenir, était maintenant l'endroit qui l'entraînait lentement vers la ruine financière. Chapitre 9. Quand l'argent vient à manquer. Septembre 2022. La reine Elisabeth II s'éteint à Balmoral. Andrew était avec elle à la fin, l'un des rares membres de la famille présents lorsqu'elle est partie. Pour un bref instant, son scandale s'est estompé en arrière-plan, écarté par un deuil visible et partagé. Il a marché derrière son cercueil lors des processions funéraires. Il a veillé à ses côtés à Westminster Hall. Les caméras l'ont capturé en uniforme naval, les larmes aux yeux, un fils pleurant sa mère. Pendant un court moment, le public s'est adouci. Quoi qu'Andrew ait fait par ailleurs, il était en deuil. Cette douceur ne dura pas. Le roi Charles III est monté sur le trône avec des priorités claires. Rationaliser la monarchie, réduire les coûts, moderniser l'institution et écarter discrètement quiconque créait plus de problèmes qu'il n'en résolvait. Andrew correspondait exactement à cette dernière catégorie. En quelques semaines, Charles a rendu sa position indubitable. L'allocation prendrait fin. Andrew ne recevrait plus aucun financement du duché de Lancaster, aucun soutien de la subvention souveraine, aucune aide financière au-delà de ce qui était strictement requis pour la sécurité. Officiellement, la décision était présentée comme pragmatique. Andrew n'accomplissait aucun devoir royal. Il ne générait aucune valeur positive pour l'institution. Pourquoi l'argent public ou les fonds royaux devraient-ils soutenir le train de vie auquel il s'était habitué ? Andrew a protesté. Il avait servi lors de la guerre des Malouines. Il avait travaillé comme envoyé commercial pendant des années. Il insistait sur le fait qu'il avait donné sa vie à la famille et à la couronne. Charles n'a pas bougé. Le service militaire remontait à 4 décennies. Le rôle commercial s'était terminé dans la controverse. Et l'interview, cette apparition catastrophique à la BBC, avait humilié la monarchie tout entière. Andrew était, à partir de cet instant, financièrement livré à lui-même. Les chiffres étaient impitoyables. Royal Lodge coûtait approximativement 250 000 livres par an en entretien de base uniquement. Les salaires du personnel ajoutaient une autre somme importante et inévitable. La sécurité, techniquement financée par la police métropolitaine mais constamment réévaluée, était estimée à environ 3 millions de livres par an. La pension de la marine d'Andrew rapportait à peine 20 000 livres annuels. Il y avait encore quelques revenus d'investissement, mais loin d'être suffisants pour couvrir les factures. Sarah n'avait aucun revenu stable. Ses projets commerciaux s'étaient effondrés, ses livres ne se vendaient plus comme avant. Elle dépendait de la base financière d'Andrew. Et cette base se fissurait. La maison elle-même réclamait des travaux immédiats. Réparation de toiture, peinture extérieure, restauration des fenêtres, contrôle structurel. Les estimations s'élevaient à plusieurs millions de livres. Andrew ne pouvait pas payer. Il s'est tourné vers Charles pour obtenir de l'aide. Charles a refusé. La confrontation est rapidement devenue une légende familiale. 2 frères se battant pour l'argent, le statut et le sens de la loyauté.
Charles voyait Andrew comme un passif dangereux qui devait affronter la réalité. Andrew perçut l'attitude de Charles comme un coup de poignard dans le dos, asséné à l'instant le plus critique. En coulisses, le palais avança d'autres pions. Frogmore Cottage, la propriété plus modeste laissée vacante par Harry et Meghan, était disponible. Récemment rénovée, suffisamment grande pour Andrew et Sarah, infiniment moins coûteuse à entretenir. Andrew refusa. Royal Lodge était sa maison. Son bail restait valide pour des décennies. Il avait dépensé des millions pour améliorer la propriété. Quitter les lieux reviendrait à admettre la défaite. Ce serait avouer que tout ce qu'il avait investi, l'argent, l'orgueil, son identité même, était perdu. Charles accentua la pression. Pas d'allocation, pas d'exception. Soit Andrew trouvait un moyen de payer pour Royal Lodge lui-même, soit il devait accepter une résidence plus petite. Des amis intervinrent. Des rapports firent surface, évoquant des contacts fortunés offrant des prêts, d'anciens associés d'affaires fournissant un soutien financier discret. Les détails restèrent flous, mais l'argent venait clairement de quelque part. De l'extérieur, le spectacle était désastreux. Un prince disgracié, sans revenus visibles, parvenant encore à financer un train de vie de plusieurs millions de livres. Le peuple commença à poser des questions évidentes. Qui payait et qu'attendait-il en retour? Quel genre d'accès ou d'influence achetait-il? Andrew insista sur le fait que tout était régulier. Des fonds privés, des arrangements légaux, rien d'inapproprié. Le public ne le crut pas. Le même schéma se répétait encore une fois. Andrew faisant des choix qui pouvaient techniquement passer les tests juridiques, mais qui semblèrent suspects aux yeux de tous les observateurs. Royal Lodge se mua en symbole de tout ce que le peuple exécrait dans le privilège royal. Un homme sans emploi, sans revenu, et à la réputation détruite, vivant dans un grand manoir alors que les familles ordinaires s'inquiétaient de leurs factures de chauffage et du prix de la nourriture. De temps à autre, de petits groupes de manifestants se rassemblèrent près des grilles du parc. Jamais des foules immenses, mais assez importantes pour être remarquées. Des pancartes exigeant le départ d'Andrew. Des slogans sur l'équité, la justice et la responsabilité. À l'intérieur, Andrew se replia davantage. Il cessa de lire la plupart des journaux, évita totalement les réseaux sociaux, se construisant une bulle d'informations soigneusement filtrée où il pouvait encore croire qu'il était la victime d'une persécution cruelle et injuste. Sarah restait sa principale compagne. Ils mangeaient ensemble, regardaient la télévision ensemble, promenaient les chiens dans le parc. Deux naufragés s'accrochant à un mode de vie qui leur avait déjà échappé, même si aucun des deux ne voulait le dire à voix haute. La maison elle-même commença à trahir l'usure. La peinture ternissait, la pierre se tachait et subissait les outrages du temps. Les jardins étaient toujours entretenus, mais sans le soin méticuleux qu'ils recevaient autrefois. On parait au plus pressé. De petites choses restaient non réparées. Royal Lodge s'effaçait lentement et Andrew s'effaçait avec elle. La question qui planait sur tout cela était simple. Combien de temps cela pouvait-il durer ? Andrew s'était convaincu qu'il pouvait survivre à l'indignation, que la colère publique se déplacerait vers d'autres scandales, que Charles, sous la pression, finirait par céder. Il avait tort sur toute la ligne. Le siège ne faisait que commencer. Chapitre 10. Un manoir en lente décomposition. Au début de l'année 2023, Royal Lodge avait commencé à faire son âge. La peinture blanche extérieure, autrefois nette et éclatante, avait viré au gris par endroits. Les volets étaient usés par les intempéries. Les cadres de fenêtres s'écaillaient et se fissuraient. Ce type de maintenance silencieuse et constante, propre au domaine bien financé, avait ralenti pour ne laisser place qu'aux réparations d'urgence. Le parc racontait la même histoire. Les pelouses étaient toujours tondues, mais sans la précision d'antan. Les parterres de fleurs étaient désherbés, mais rarement replantés. Les arbres étaient élagués juste assez pour rester sûrs, mais pas taillés pour l'esthétique. Les effectifs avaient fondu. Andrew ne pouvait plus s'offrir une équipe complète. Certains postes furent laissés vacants. D'autres furent fusionnés. Des gens qui avaient travaillé à Royal Lodge pendant des années s'éclipsèrent discrètement vers des emplois plus sûrs ailleurs. La maison semblait plus vide. Les salles à manger qui accueillaient jadis de grands repas de famille restaient dans l'obscurité. Les pièces qui nécessitaient un soin constant furent simplement condamnées, laissées inutilisées pour réduire les coûts. Andrew s'adapta en rétrécissant son monde.
Il vivait dans moins de pièces, passant la majeure partie de son temps dans son bureau ou sa chambre. Des ailes entières étaient laissées froides en hiver pour économiser sur le chauffage. Sarah tentait de maintenir un semblant de normalité. Quand aucun personnel n'était disponible, elle cuisinait elle-même des repas simples. Elle assumait des tâches ménagères qui, une décennie plus tôt, auraient été impensables pour une duchesse vivant dans une demeure royale. Mais elle ne pouvait masquer la vérité. Royal Lodge défaillait. Le toit nécessitait des travaux urgents. Des fuites étaient apparues à plusieurs endroits. Des rapiéçages temporaires tenaient pour le moment, mais tout le monde savait qu'une restauration complète coûterait des millions. Le système de chauffage, vieux de plusieurs décennies, devenait de plus en plus capricieux. Les hivers devenaient inconfortables. Le personnel portait des couches supplémentaires à l'intérieur. Andrew se plaignait constamment du froid. Pourtant, il n'y avait aucun budget pour tout arracher et remplacer. Dehors, la maçonnerie montrait des signes profonds de dégâts climatiques. Des fissures rampaient le long des murs. Des problèmes de drainage laissaient l'eau stagner autour des fondations après les fortes pluies. Chaque problème aggravait le suivant. Chaque réparation retardée se transformait en une facture plus salée. La maison et l'homme se reflétèrent l'un l'autre. Tous deux avaient été impressionnants autrefois. Tous deux se détérioraient visiblement. Tous deux refusaient d'admettre pleinement la gravité de la situation. La colère publique ne s'était pas estompée avec le temps. Au contraire, elle s'était aiguisée. Les débats télévisés discutaient régulièrement du cas Andrew. Devait-il garder ses titres ? Devait-il garder Royal Lodge ? Devait-il encore bénéficier d'une sécurité armée financée, même indirectement, par les contribuables ? Les sondages montraient un fort soutien pour lui retirer ces 3 privilèges. Pour la plupart des gens, il ressemblait à un homme qui s'était déshonoré, avait endommagé la réputation de la monarchie et vivait toujours dans le confort sans rien donner en retour. Royal Lodge devint le paratonnerre de ce ressentiment. Le manoir se transforma en un raccourci pour désigner tout ce que les gens détestaient dans le privilège héréditaire. Un homme sans travail, sans revenu et au nom ruiné, vivant toujours derrière de hauts murs dans un domaine tentaculaire. Les réseaux sociaux amplifièrent la furie. Des photographies de Royal Lodge circulèrent constamment. Les utilisateurs comparèrent ces allées majestueuses et ces pelouses infinies aux petites maisons où les familles ordinaires pressurèrent chaque facture. D'autres calculaient combien d'infirmières ou d'enseignants pourraient être financés pour le prix de la sécurité d'Andrew. La colère atteignit le Parlement. Les députés commencèrent à poser des questions directes. Combien Royal Lodge coûtait-elle vraiment au public ? Le Crown Estate pouvait-il résilier le bail ? Quel pouvoir le roi avait-il réellement pour forcer Andrew à déménager ? Les réponses étaient complexes. Le bail était légal et à long terme. Andrew avait respecté ses obligations de rénovation. Le Crown Estate ne pouvait pas simplement le mettre à la porte sans motif clair. Mais le coût politique pour le protéger augmentait plus vite que n'importe quelle facture d'entretien. Charles faisait face à la pression de ses conseillers et des modernisateurs, réformer ou risquer de devenir inutile. Montrer que la monarchie peut demander des comptes à ses propres membres. Prouver que les titres ne placent personne au-dessus des conséquences. Royal Lodge devint le cas d'école. À l'intérieur, Andrew oscillait entre défi et désespoir. Certains jours, il parlait de se battre devant les tribunaux pour tout garder exactement tel quel. D'autres jours, il quittait à peine sa chambre. Béatrice et Eugénie venaient moins souvent. Elles avaient leur propre jeune famille maintenant, leurs propres images publiques à défendre. Elles aimaient leur père, mais elles ne pouvaient plus se tenir devant lui comme des boucliers humains. Le petit cottage du jardin restait exactement là où il avait toujours été. Personne n'y jouait plus désormais. Il s'était transformé en un mémorial silencieux d'une autre époque. Une époque où Royal Lodge signifiait des étés d'enfance heureux et des moments familiaux privés, pas le scandale et le lent déclin. Des photographes armés de téléobjectifs rôdaient à la lisière du grand parc de Windsor. Ils capturèrent Andrew marchant seul avec ses chiens, Sarah s'occupant du jardin, des pièces vides visibles à travers des rideaux à demi tirés. Chaque nouvelle image devenait une histoire. Chaque histoire jetait de l'huile sur le feu de la colère. Royal Lodge était désormais décrite comme la maison la plus détestée de Grande-Bretagne. Pas parce que les briques ou les jardins avaient commis une faute, mais parce que le bâtiment avait fini par fusionner, dans l'esprit des gens, avec un homme qui refusait d'accepter que son air était révolu.
Les murs qui le protégeaient jadis ressemblaient désormais à des barrières qu'il ne pouvait franchir. Le bail qui semblait autrefois blindé avait maintenant l'apparence d'un jeu de chêne. Le statut qui avait autrefois validé toute sa vie était en train de l'étouffer. Andrew s'était battu pour garder Royal Lodge parce qu'il croyait qu'elle prouvait qu'il comptait encore. Au lieu de cela, elle était devenue la preuve du contraire. La maison pourrissait, sa réputation était en miettes, son argent avait fondu, sa famille, de différentes manières, avait avancé sans lui, et pourtant, il refusait de partir. L'impasse ne pouvait durer éternellement. Quelque chose devait céder. La seule véritable question qui subsistait était de savoir si Andrew choisirait de partir selon ses propres termes, ou s'il serait contraint de plier bagages lorsque ses dernières défenses finiraient par s'effondrer. Chapitre 11. Le roi trace une ligne. En janvier 2024, l'annonce tomba sans éclat. Le palais de Buckingham publia un bref communiqué. Le prince Andrew serait prié de quitter Royal Lodge. Le Crown Estate avait mis fin aux négociations sur le bail. Un logement alternatif avait été prévu. Aucune explication, aucune excuse. Juste une notification administrative sèche qui brisait silencieusement des décennies de certitude. Andrew avait toujours cru son bail intouchable. 75 ans, juridiquement contraignant, un contrat que le Crown Estate ne pouvait simplement déchirer sans déclencher une immense bataille légale. Il avait tort. Le bail contenait des clauses, des conditions qu'Andrew était censé remplir, normes d'entretien, obligations financières continues, preuve qu'il pouvait soutenir la propriété sur le long terme. Sur le papier, il avait échoué sur plusieurs points. Les rénovations requises étaient inachevées. Le calendrier de maintenance avait pris un retard considérable. Plus important encore, il ne pouvait plus démontrer qu'il avait la capacité financière de maintenir Royal Lodge dans l'état exigé par le Crown Estate. Du côté du Crown Estate, le raisonnement était limpide. Andrew avait violé les termes du bail. Ils étaient dans leur droit d'agir. Les avocats d'Andrew ripostèrent. Les violations étaient techniques. Les normes, arguait-il, étaient appliquées plus sévèrement contre Andrew que contre quiconque. D'autres bourgs royaux, chuchotait-il, n'étaient pas examinés avec une telle loupe. Derrière des portes closes, l'équipe d'Andrew insistait sur le fait que le véritable motif était politique. Charles voulait que son frère disgracié parte. Le public voulait du sang. Mettre fin au bail était à leurs yeux une punition déguisée en droit contractuel. Légalement, les arguments pouvaient s'éterniser, mais en réalité, les détails juridiques ne comptèrent plus. Charles avait déjà pris sa décision. La monarchie avait besoin d'un exemple public pour prouver qu'elle pouvait faire la police dans ses propres rangs. Andrew était cet exemple. Royal Lodge en était le prix. Le palais cessa de négocier. L'ordre tenait. Andrew pouvait partir volontairement ou faire face à une procédure d'expulsion formelle. Dans tous les cas, il ne resterait pas. Frogmore Cottage était toujours vide. 5 chambres, récemment rénovées, bien plus petit que Royal Lodge, mais offrant plus d'espace qu'il n'en fallait pour Andrew et Sarah. Le loyer serait gérable, les factures d'entretien ne l'engloutiraient plus tout entier. Harry et Meghan y avaient vécu brièvement avant leur départ pour l'Amérique. Depuis, Frogmore demeurait le symbole d'un autre exil royal. Au début, Andrew refusa même de l'envisager. Déménager à Frogmore signifiait concéder la défaite, admettre qu'il avait eu tort, accepter que son rang ne le protégeait plus. Royal Lodge était la dernière pièce de son identité de prince actif. Sans elle, il ne serait qu'un homme disgracié avec un titre de courtoisie et nulle part de grandiose où l'accrocher. Sarah tenta de le ramener à la réalité. Il ne pouvait plus se permettre Royal Lodge. La maison défaillait physiquement. Une bataille juridique ne ferait qu'entraîner tout le monde dans une humiliation publique supplémentaire. Andrew ne voulait rien entendre. Il parlait de principes, de promesses qu'il croyait que la reine lui avait faites, de loyauté familiale et d'un frère qui, à ses yeux, l'abandonnait pour sauver l'institution. Pourtant, les faits étaient brutaux. Andrew n'avait aucun revenu réel, aucune réserve pour financer des travaux majeurs, aucun moyen de faire fonctionner Royal Lodge, même s'il gagnait une bataille devant les tribunaux. Rester signifiait regarder la maison pourrir au ralenti, voir le personnel disparaître un à un, regarder les fuites s'étendre et le plâtre s'effriter, voir son dernier symbole de statut s'effondrer devant les caméras. Partir signifiait l'humiliation publique, accepter que le combat était fini. Emménager dans une maison liée à jamais à Harry et Meghan, l'autre père qui avait été poussé vers la marge. Quelle que soit la porte qu'il choisissait, il perdait.
Les médias suivèrent chaque rebondissement. Les commentateurs débattaient pour savoir si Charles était trop impitoyable ou encore trop doux. Les auditeurs appelant les radios exigeaient des actions plus sévères. Les sondages montraient un immense soutien pour forcer Andrew à partir. Royal Lodge se transforma en débat national, moins à propos de briques et de jardins qu'à propos de privilèges, de conséquences et de la capacité d'un roi à discipliner véritablement son propre frère. Les manifestants revinrent aux grilles du parc, cette fois en plus grand nombre. Des pancartes peintes à la main clamaient « Expulsez Andrew, fini les parasites royaux ». La sécurité les géra avec prudence. Pas d'affrontement, pas d'arrestation dramatique, juste une ligne visible et constante de colère publique dirigée contre un homme et sa maison. Il refusait de se rendre. Andrew observait depuis les fenêtres de l'étage. Il voyait les pancartes, entendait les chants dériver à travers les pelouses, réalisant avec une sorte de clarté engourdie qu'il était devenu le méchant dans une histoire qui ne finirait pas tant qu'il ne partirait pas. À l'intérieur de Royal Lodge, le temps s'épaississait, les jours se brouillaient. Andrew traversait ses routines en pilote automatique. Repas, courtes promenades, télévision, nuits agitées. Sarah commença à faire les cartons par étapes. Elle avait accepté ce qu'il combattait encore. La bataille était finie, mieux valait partir avec un certain ordre que d'être jeté dehors dans le chaos. La maison semblait hantée. Chaque couloir retenait des échos, le rire de sa grand-mère, ses filles jouant dans le jardin. La reine assise à table pour le déjeuner dominical. Des décennies de vie de famille qui avaient autrefois semblé permanentes ressemblaient maintenant à des scènes tirées de l'histoire de quelqu'un d'autre. Tout cela se détricotait parce qu'Andrew avait pris des décisions sur lesquelles il ne pourrait jamais revenir. Le roi avait tracé une ligne. Andrew pouvait garder son titre. Il pouvait apparaître sur les photos de famille. Il pouvait conserver les apparences de surface de la royauté. Mais il ne pouvait pas garder Royal Lodge. Le manoir, qui était censé prouver qu'il comptait encore, avait fini par prouver quelque chose de très différent. Que le statut sans jugement finit par s'effondrer sous son propre poids. La seule question non résolue était de savoir comment tout cela finirait. Andrew accepterait-il enfin la réalité et sortirait-il de Royal Lodge sur ses deux jambes ? Ou le dernier chapitre serait-il écrit par des agents de sécurité et des avocats l'escortant hors de la maison qu'il avait si désespérément tenté de revendiquer comme son foyer éternel ? Chapitre 12. Emballer une vie. Le processus de déménagement commença au printemps 2024. Pas avec fracas, pas de caméra de télévision aux grilles, pas de couverture en direct. Juste une logistique silencieuse gérée par un personnel qui avait exécuté cette même chorégraphie triste maintes fois auparavant pour d'autres déménagements royaux. Andrew supervisait de loin. Il ne pouvait se résoudre à plier ses propres vêtements dans des boîtes ou à décrocher les tableaux des murs. Le personnel le fit pour lui. Ils emballèrent les photographies dans du papier de soie, mirent en carton les livres de son bureau, vidèrent les armoires remplies d'uniformes de la marine qu'il ne porterait plus jamais. Chaque pièce exigeait des choix. Qu'est-ce qui irait à Frogmore ? Qu'est-ce qui disparaîtrait dans un garde-meuble ? Qu'est-ce qui serait donné ? Et qu'est-ce qui serait simplement jeté ? Le processus exposa à quel point Andrew avait accumulé des couches d'existence sur Royal Lodge pendant plus de 20 ans. Non seulement des meubles et des peintures, mais le poids d'une vie bâtie sur l'hypothèse que rien ne changerait jamais. Lettres de séjour dans la marine, cadeaux de dignitaires étrangers, photos encadrées de visites officielles qui ne se reproduiraient plus jamais. Tout cela conservé précieusement parce que chaque objet représentait une version de lui-même en laquelle il voulait encore croire. Sarah géra les aspects pratiques. Elle savait comment traverser un effondrement. Elle avait connu la faillite, avait affronté l'humiliation en première page. Elle comprenait douloureusement bien comment survivre à des transitions qui semblent impossibles au premier jour et inévitables à la fin. Elle tria les placards de la cuisine, choisit quels meubles pourraient tenir dans la maison plus petite, fit des listes. Ce dont Frogmore avait besoin, ce que Royal Lodge devait garder pour quiconque viendrait après. Le personnel travaillait avec une efficacité silencieuse et délibérée. Beaucoup étaient avec Andrew depuis des années. Il n'avait pas besoin qu'il leur explique à quel point il se sentait humilié. Ils le voyaient dans sa façon de marcher dans les couloirs et d'éviter les regards. Ils emballèrent les affaires de sa grand-mère séparément. Les fauteuils de la reine-mère, ses lampes préférées, les petits ornements qu'Andrew avait laissés exactement là où elle les avait placés.
Ces pièces partirent au garde-meubles. Il ne pouvait supporter de les jeter. Mais Frogmore n'avait pas de place pour des sanctuaires dédiés au passé. Béatrice et Eugénie vinrent aider. Elles arrivèrent séparément, restèrent peu de temps et repartirent le visage serré et les yeux rouges. Le petit cottage du jardin fut la partie la plus dure. Ils le traversèrent ensemble, Andrew, Sarah et les filles, se baissant légèrement pour passer les portes à taille d'enfant. Personne ne dit grand-chose. C'était là que les filles avaient joué à la maison, là où elles s'étaient ressenties ordinaires, là où l'enfance avait eu le droit d'exister. Hors de portée du scandale, des avocats et des gros titres, le cottage est resté exactement là où il était. Trop fragile pour être déplacé, trop important pour être détruit. Il attendrait, comme il l'a toujours fait, qu'un futur enfant pousse sa porte et le revendique. Béatrice pleurait doucement dans un coin. Eugénie tenait la main de son père. Sarah prenait des photos avec son téléphone comme si elle documentait une scène de crime plutôt qu'un souvenir. Andrew, lui, restait là, sans rien dire. C'était le moment où l'illusion se brisait enfin. Regarder ses filles faire le deuil d'une maison et d'une enfance qu'elles savaient ne jamais pouvoir récupérer. Les camions de déménagement sont arrivés un matin à l'aube. De lourds véhicules qui bloquèrent l'allée et rendaient l'opération visible pour quiconque observait depuis la lisière du grand parc de Windsor. Le personnel chargeait les cartons à un rythme soutenu. Les meubles enveloppés dans des couvertures, les tableaux glissés dans des caisses. Des décennies d'existence accumulées réduites à un inventaire numéroté sur un porte-bloc. Andrew est resté à l'intérieur aussi longtemps qu'il le pouvait. Il regardait depuis les fenêtres de l'étage ses possessions disparaître à l'arrière des fourgons. Chaque chargement qui partait lui donnait l'impression qu'on lui arrachait une partie de lui-même. Finalement, Sarah le persuada de partir avant que le dernier camion ne s'éloigne. Mieux valait partir alors que Royal Lodge semblait encore habité, dit-elle, que d'être la dernière silhouette errant dans une coquille vide et résonnante. Ils roulèrent vers Frogmore dans le Range Rover d'Andrew, Sarah au volant. Andrew fixait la fenêtre, muet, tandis que le seul monde qu'il reconnaissait glissait derrière eux. Le trajet fut bref. Frogmore Cottage se trouve sur le même domaine de Windsor, à moins de 5 km de Royal Lodge. Assez près pour qu'Andrew puisse encore apercevoir son ancienne demeure depuis certaines routes. Assez près pour que la perte semble délibérée, presque provocante. Frogmore paraissait minuscule après Royal Lodge. Propre, fraîchement peinte, bien entretenue, mais indubitablement petite. 5 chambres au lieu d'une trentaine, un jardin modeste au lieu d'un parc immense, des pièces que les agents immobiliers qualifieraient de « cosy ». Mais pour un homme habitué à des ailes entières et de longs couloirs, cela semblait étriqué. Le personnel avait déballé l'essentiel avant son arrivée. Les lits étaient refaits, les serviettes suspendues, la cuisine approvisionnée. Quelqu'un avait même placé quelques objets familiers bien en vue, dans l'espoir de rendre la maison accueillante. Andrew traversa les lieux lentement. Ses meubles semblaient surdimensionnés dans ses pièces limitées. Ses photographies encombraient les murs. Tout ce qui s'intégrait si naturellement à Royal Lodge semblait ici légèrement ridicule et hors d'échelle. C'était l'ancienne maison de Harry et Meghan. Cette pensée ne le quittait pas. Andrew vivait désormais dans le foyer associé à l'autre couple repoussé aux marges de la vie royale. La symétrie semblait intentionnelle. Une punition inscrite dans les plans d'étage. Sarah fit de son mieux pour paraître optimiste. La maison était charmante. L'emplacement était pratique. Il s'adapterait et bâtirait à quelque chose de nouveau. Andrew ne répondit pas. Il errait de pièce en pièce comme un fantôme entend l'histoire de quelqu'un d'autre. Cette première nuit à Frogmore, il ne put trouver le sommeil. Les bruits n'étaient pas les bons. Les plafonds semblèrent bas. Les murs paraissaient trop proches. Il s'attendait toujours à ce que la maison s'ouvre sur les vastes espaces qu'il avait laissés derrière lui. Sarah le trouva à 3 heures du matin, assis à la table de la cuisine, toutes lumières éteintes. Il ne pleurait pas, ne parlait pas. Il restait juste assis, immobile, seul avec la certitude que cet endroit ne ressemblerait jamais, au grand jamais, à Royal Lodge. Royal Lodge n'était plus. La vie qu'il avait passé des décennies à construire entre ses murs était finie. Et le prince Andrew, duc d'York, n'avait plus nulle part où se cacher. Chapitre 13. À qui appartient une maison royale ? Royal Lodge est vide désormais. Les meubles sont partis,
Les photographies ont été décrochées. Les pièces qui abritèrent jadis des décennies de vie familiale ne résonnent plus que des pas du personnel effectuant les inspections de routine. Pourtant, une question plane sur ce silence. À qui appartient réellement cette maison ? La réponse est bien moins simple qu'il n'y paraît. Royal Lodge appartient au Crown Estate, un vaste portefeuille immobilier qui vit dans sa propre catégorie juridique. Ce n'est pas une propriété privée comme l'est une maison normale. Ce n'est pas non plus une propriété gouvernementale au sens habituel. C'est un entre-deux. Le Crown Estate a pris forme en 1760, lorsque le roi George III a accepté de céder les revenus des terres royales en échange d'un paiement annuel fixe versé par le Parlement. Ce pacte soutient encore le système aujourd'hui. Le monarque ne possède pas personnellement le Crown Estate, mais ce n'est pas non plus un simple bien public que les ministres peuvent vendre à leur guise. Des propriétés comme Royal Lodge se situent pile au milieu de cette zone grise. Elles sont historiquement importantes. Elles sont liées à l'identité de la monarchie, mais elles sont gérées comme des actifs commerciaux censés générer des revenus ou servir des objectifs stratégiques clairs. Pendant environ 2 siècles, cette configuration a fonctionné discrètement. Royal Lodge logeait des membres actifs de la famille. Ils menèrent des engagements, coupaient des rubans, visitèrent des hôpitaux et des bases militaires. En retour, ils vivaient dans des bâtiments historiques dont l'entretien était justifié comme le coût de la monarchie. Sur le papier, l'échange semblait équilibré. Andrew a rompu cet équilibre. Il a gardé la maison après avoir perdu son rôle. Il a tenté de maintenir le train de vie alors qu'il n'offrait plus le service qui servait autrefois à le justifier. L'équation ne tenait plus. La décision du Crown Estate de récupérer Royal Lodge ne concernait pas seulement des toits qui fuient et des inspections manquées. Il s'agissait aussi de redéfinir ce que le privilège royal est censé signifier au sein d'une démocratie moderne. Instinctivement, le public saisit cette nuance. Les sondages montrent que la plupart des gens ne s'opposent pas à ce que les royaux vivent dans des maisons historiques, tant que ces royaux contribuent visiblement. William et Catherine à Adelaide Cottage, cela a du sens pour beaucoup. Ils travaillent, on les voit, ils représentent l'institution. Andrew à Royal Lodge n'avait aucun sens. Il menait une vie royale sans accomplir de devoirs royaux. Le bail qu'Andrew a signé semblait généreux car il présupposait qu'il serait toujours un royal actif. Un loyer bas, en échange d'un statut et d'un rôle pouvant justifier l'accord. Une fois ce rôle évanoui, l'arrangement devenait impossible à défendre. Mais le cas d'Andrew expose aussi un problème plus vaste. Comment fonctionne réellement le logement royal ? Charles vit à Clarence House qui appartient au Crown Estate. William à Adelaide Cottage. Anne possède Gatcombe Park à titre privé. Edward vit à Bagshot Park sous un bail du Crown Estate. Chaque adresse vient avec des termes différents. Chaque accord porte des devoirs et des attentes différents. Le système est un patchwork façonné par la tradition, la négociation personnelle et la politique familiale, plutôt que par une politique unique et transparente. L'expulsion d'Andrew traîne ce système sous la lumière crue du jour. Les gens posent désormais des questions qui étaient autrefois jugées impolies ou de niche. Combien coûte le fonctionnement de ces lieux ? Qui règle les factures ? Si un royal cesse de travailler, doit-il perdre sa résidence de grâce et faveur sur le champ ou existe-t-il un terrain d'entente ? Il n'y a pas de réponse simple, car les règles ont toujours été flexibles, appliquées au cas par cas, ajustées selon la dynamique interne de la famille et l'humeur changeante du public. Royal Lodge est devenu le test pour savoir si ces vieux arrangements discrets peuvent survivre à l'examen moderne. La position du Crown Estate suggère que non, du moins pas sans changement. Les maisons royales ont désormais besoin d'une justification, d'un bénéfice public, d'un but clair. Andrew n'offrait rien de tout cela. Certains critiques soutiennent que tout le système est pourri en son cœur. Pourquoi quiconque devrait-il vivre dans un manoir en raison d'un accident de naissance ? Pourquoi les contribuables devraient-ils garantir la sécurité et l'entretien pour des gens qui ne font rien en retour ? D'autres défendent la tradition. La monarchie a toujours inclus des parents non actifs. Les maisons royales, disent-ils, portent un poids symbolique, aident à préserver l'histoire et ne peuvent être mesurées purement en pertes et profits. Royal Lodge se trouve aujourd'hui au centre exact de cet argument. La maison elle-même est classée Grade 2, légalement protégée en tant que bâtiment historique. Elle ne peut être démolie ou lourdement modifiée sans permission officielle.
Sa survie en tant que structure ne fait aucun doute. Alors, que se passe-t-il ensuite? Le Crown Estate a le choix. Il peut louer Royal Lodge à un autre membre de la famille sous des conditions plus strictes. Il peut ouvrir des parties de la propriété aux visites publiques. Il peut utiliser la maison pour des événements officiels, des conférences ou des retraites, ou il peut la laisser vide pour un temps, tandis que l'approche entière du logement royal est reconsidérée. Quelle que soit l'option choisie, elle enverra un signal sur le type de monarchie que la Grande-Bretagne désire. Une qui s'accroche à la tradition, peu importe le coût politique et financier. Une monarchie qui se comporte davantage comme une entreprise, pesant sans cesse la valeur et le retour sur investissement, ou quelque chose à mi-chemin, préservant l'histoire mais exigeant en échange une responsabilité et une contribution visible. Le bail d'Andrew appartenait à une mentalité révolue. Un loyer dérisoire, une surveillance légère et la certitude tacite que le statut durerait toujours et justifierait presque tout. Cette mentalité se meurt. Royal Lodge en est la victime la plus visible. La maison, elle, perdurera. Elle a déjà traversé 3 siècles de guerre, d'abdication, de couronnement et de drames familiaux. Quiconque y emménagera ensuite s'inscrira dans une longue lignée de royaux l'ayant utilisé comme une porte de sortie face à la formalité du palais. Mais les règles du jeu ont changé. Royal Lodge ne fonctionnera plus jamais comme le royaume privé de quiconque, isolé des questions extérieures, protégé uniquement par un titre affiché sur le portail. Les murs sont toujours les mêmes. Les jardins sont toujours magnifiques. Le petit cottage où les princesses jouaient jadis tient toujours debout dans son coin du parc. Ce qui a changé, c'est la signification. Royal Lodge a glissé du statut de symbole du confort royal à celui d'avertissement sur la responsabilité royale. Elle est passée de havre de paix à conte cruel. Chapitre 14. Une nouvelle histoire pour une vieille maison. Royal Lodge a été bien des choses. Un pavillon de garde-chasse pour le personnel gérant les terrains de chasse royaux. Une retraite romantique pour des princes géorgiens s'éclipsant de la rigidité de la cour. Le foyer familial d'un roi réticent qui avait besoin d'un endroit pour respirer. Le sanctuaire d'une veuve pendant un demi-siècle. La dernière forteresse d'un prince divorcé. Et maintenant, un manoir vide attendant son prochain chapitre. Le bâtiment n'est jamais resté le même très longtemps. Chaque génération l'a réimaginé. Ajouter des ailes, changer les couleurs, réarranger les pièces, le transformant en ce dont le résident actuel avait le plus besoin. Ce schéma continuera. La seule question est de savoir quelle forme il prendra ensuite. Le Crown Estate pèse ses options. Rien n'a été annoncé publiquement, mais plusieurs possibilités circulent discrètement dans les cercles royaux et les réunions de planification. Une première option consiste à louer Royal Lodge à un autre membre actif de la famille royale, mais selon des termes réécrits. Loyer plus élevé, règles d'entretien plus strictes, inspection régulière. Un contrat stipulant noir sur blanc que la maison s'accompagne d'obligations autant que de confort. Le nom de la princesse Anne revient souvent dans ces conversations. Elle approche des 75 ans et assure toujours un programme chargé d'engagement. Gatcombe Park est sa maison privée. Royal Lodge pourrait, sur le papier, servir de résidence officielle soutenant ses fonctions tout en restant un actif du Crown Estate. Edward et Sophie sont une autre hypothèse théorique. Leur charge de travail a augmenté depuis le retrait d'Andrew. Royal Lodge pourrait servir de base dans le sud, Bagshot Park restant leur domicile principal. Mais ces scénarios ont des failles évidentes. Anne n'a pas besoin d'une autre maison et est connue pour son pragmatisme. Edward et Sophie sont installés là où ils sont. Les déplacer ressemblerait moins à une stratégie qu'à un jeu de chaises musicales pour combler un vide gênant. Une seconde option est d'ouvrir Royal Lodge au public, pas comme un musée à temps plein mais de manière limitée. Des visites guidées de certaines pièces historiques, un accès à une partie des jardins en été, des programmes éducatifs sur George VI, la reine-mère et le rôle que la maison a joué dans leur vie. Il existe un précédent. Frogmore House ouvre quelques jours par an. Clarence House propose des visites estivales. Royal Lodge pourrait suivre un modèle similaire, majoritairement privé, occasionnellement accessible. Les revenus de la billetterie aideraient à compenser les factures d'entretien. Un accès public limité rendrait plus facile la justification du maintien de la propriété au sein du domaine de la couronne. Cela signalerait également une transparence, une invitation à voir un lieu que les gens ont le sentiment d'avoir financé indirectement depuis des années. Mais rien n'est simple. Royal Lodge se trouve au cœur du grand parc de Windsor. Les impératifs de sécurité rendent l'accès public complexe.
Les installations pour les visiteurs, le stationnement et les systèmes de gestion des foules n'existent pas à l'heure actuelle. Les construire coûterait des millions avant même la vente du premier billet. Une troisième option consiste à réaffecter Royal Lodge à un usage purement officiel plutôt que comme résidence personnelle. Elle pourrait accueillir des réceptions de haut niveau, fournir un hébergement supplémentaire lors des visites d'État, servir de lieu pour des réunions privées nécessitant de la discrétion sans la lourde symbolique du château de Windsor. Dans ce modèle, Royal Lodge devient un actif de travail, entretenu selon des standards élevés, utilisé régulièrement, mais lié ni émotionnellement ni politiquement à un membre de la famille en particulier. Plus de sentiment qu'il s'agit d'un cadeau fait à un individu dont la conduite pourrait plus tard causer des troubles. Cette vision cadre parfaitement avec l'idée de Charles d'une monarchie resserrée, moins d'avantages, plus de fonctions, la propriété au service de l'institution, pas du confort individuel. Une quatrième option, évoquée rarement et nerveusement, est de louer Royal Lodge à quelqu'un d'entièrement extérieur à la famille royale. Ce n'est pas impossible. Les propriétés du Crown Estate sont parfois louées à des locataires privés sous de strictes contraintes patrimoniales. Un locataire privé serait obligé d'entretenir le bâtiment selon les normes de conservation, d'accepter des limites sur les modifications et possiblement d'autoriser un accès public occasionnel. Cela sortirait Royal Lodge du débat sur le logement royal. Le fardeau financier passerait à une bourse privée. Le Crown Estate encaisserait un flux de revenus significatif, mais cela ressemblerait aussi à une retraite. Un aveu silencieux que certaines propriétés royales sont désormais trop coûteuses pour être justifiées comme foyers royaux. Et une fois qu'une maison part, la pression monte pour demander laquelle sera la suivante. Pour l'instant, aucun choix final n'a été arrêté. Royal Lodge est dans les limbes. Une équipe squelettique assure le minimum vital. Les jardiniers tondent encore l'herbe. Les équipes de sécurité patrouillent toujours le périmètre. Les lumières s'allument encore la nuit. Mais la maison n'a pas de résident, pas d'affectation claire, pas d'avenir défini. Elle a déjà connu cela. Après la mort de George IV, Royal Lodge a dérivé, sous-utilisé et à moitié oublié. Après la mort de George VI, elle aurait pu facilement être fermée ou réaffectée. Au lieu de cela, la reine-mère l'a revendiquée et lui a offert 50 autres années d'histoire vivante et vibrante. La maison a survécu en s'adaptant, en s'attachant à des gens qui avaient besoin exactement de ce qu'elle pouvait offrir. Le problème, aujourd'hui, est qu'il n'est pas certain que quiconque ait encore besoin de ce que Royal Lodge offre. Un manoir de 30 pièces dans un parc royal coûte des millions de livres par an à maintenir en vie. Quel royal moderne a vraiment besoin d'autant d'espace? Quel rôle justifie une telle dépense à l'ère des budgets serrés et de la surveillance publique? Les réponses ne sont pas évidentes. Royal Lodge a été bâti pour un monde où les royaux avaient besoin de refuges isolés pour disparaître de la vue du public, où les domaines tentaculaires étaient la norme plutôt qu'une gêne, où un titre ouvrait automatiquement toutes les portes. Ce monde rétréci. Il a peut-être déjà disparu. Royal Lodge perdurera presque certainement en tant que briques et pierres. Les bâtiments historiques le font généralement, mais elle perdurera peut-être comme quelque chose de totalement différent de ce qu'elle fut. Ni foyer privé, ni refuge secret. Peut-être juste un monument magnifique et coûteux à la gloire d'un système qui a mis trop de temps à décider ce qu'il voulait être dans le monde moderne, et a découvert trop tard que les murs racontaient une autre histoire que celle qu'il pensait vivre. Chapitre 15. Ce que ce manoir dit de nous. Royal Lodge n'est pas seulement l'histoire d'Andrew. C'est un miroir tendu à tout un système. Un système qui protège des gens qui ne méritent pas de protection, récompense le statut plutôt que le service et met des décennies à admettre ce que tout le monde sait déjà. L'erreur d'Andrew n'a pas été d'aimer la maison. Ça a été de croire que la maison le rendait intouchable. Il a passé 20 ans à traiter Royal Lodge comme la preuve de son importance. Un manoir qui disait qu'il comptait encore. Même alors que sa réputation s'effondrait autour de lui, le public voyait quelque chose de différent. Un homme se cachant derrière des murs, s'accrochant à des symboles qu'il n'avait pas mérités, exigeant des privilèges sans accepter de responsabilités. L'affrontement a révélé une vérité fondamentale. Les titres ne vous protègent pas des conséquences. Ils ne font que les retarder. Pour la monarchie, Royal Lodge est devenu le prix de la crédibilité. Charles devait prouver que l'institution pouvait demander des comptes aux siens, que la loyauté familiale avait des limites, qu'être prince ne signifiait pas l'immunité.
Forcer Andrew à partir n'était pas de la cruauté, c'était de la survie. Mais la leçon dépasse le cadre d'un prince disgracié et d'un manoir. La plupart des gens ne vivront jamais dans une loge royale. Ils ne signeront jamais un bail de 75 ans sur un domaine historique. Ils ne feront jamais face à une expulsion d'une maison liée à 3 siècles d'histoire. Mais beaucoup savent ce que l'on ressent à s'accrocher à quelque chose dont le temps est révolu, un travail qui ne convient plus, une relation déjà terminée, une version de soi-même qui ne correspond plus à la réalité. La tragédie d'Andrew n'a pas été de perdre Royal Lodge, ça a été de gâcher des années à livrer une bataille qu'il avait déjà perdue. De déverser l'argent qu'il n'avait pas dans une maison qui ne pouvait pas le sauver. De croire que le statut le protégerait alors que le statut était le problème. Royal Lodge lui a appris ce qu'elle finit par apprendre à tout le monde. Les murs ne peuvent pas vous protéger de la vérité. Un cadre magnifique ne fait pas disparaître une situation laide. Et parfois, l'endroit pour lequel vous vous battez le plus fort est exactement celui qui vous détruit. La maison est vide désormais, attendant ce qui viendra ensuite. La vraie question n'est pas de savoir ce qu'il adviendra de Royal Lodge,